L'Hôtel de la Marine, joint à la collection Altany Foundation et au Victoria and Albert Museum, nous offre une belle exposition jusqu'au 22 octobre 2023 avec Trésors médiévaux du Victoria and Albert Museum quand les Anglais parlaient français. En préambule de l'exposition et pour y arriver, la féerie se dispute avec le merveilleux grâce à la collection sans cesse renouvelée d'Altany Foundation, présentant de magnifiques œuvres créées par l'homme depuis des millénaires jusqu'à nos jours. L'or, l'émail, les broderies, tout est mis en espace pour faire resplendir ces trésors. Mais une fois revenus de cet éclat, nous découvrons le parcours de l'art anglais, de ses influences et de ses apports vers d'autres pays. Un mélange foisonnant qui circulait dans de nombreux pays. Car loin d'être statique, le Moyen Âge était une période de mobilité et donc d'échanges artistiques et commerciaux. On le voit ici par deux principaux réseaux. Le réseau de l'Église, avec tout le maillage anglais et européen, des monastères, abbayes et autres cathédrales, avec ses pèlerinages pour divers saints, les ambassades de dignitaires religieux qui, proches du pouvoir royal, partaient en ambassade dans d'autres pays, emportant présents somptueux et savoir-faire, montrant la richesse de leur pays. Des témoignages nous sont ici offerts avec le magnifique chandelier de Gloucester, fait pour l'église Saint-Pierre de Gloucester, et offert plus tard à la cathédrale du Mans, ou ce reliquaire pour certaines reliques de Thomas Becket après sa canonisation en 1173, ou encore ses livres d'heures et ce folio d'un psautier fait d'aquarelles sur parchemin aux environs de 1155-1160 en Angleterre. Car outre les présents, les livres étaient prêtés et copiés et enrichissaient les bibliothèques, favorisant ainsi la connaissance de l'époque, ou encore nous pouvons voir cette mitre d'évêque qui représente l'art de la broderie anglaise. L'exposition montre aussi le maillage établi par la noblesse, avec naturellement les mariages royaux, symbole d'accords divers et souvent de paix entre deux pays, et donc de cadeaux envoyés avec la suite de l'épouse, faits d'artistes, d'artisans et autres personnes. Échanges qui partaient ou arrivaient en Angleterre en fonction de l'alliance. On peut dans cette partie admirer des bagues ou encore cette trompe en défense de morse, décorée de petits animaux reliés par des couronnes suggérant une commande royale, ou ce coffret dont les écussons de différentes alliances montrent les relations familiales qui en résultent et l'appartenance à une famille, en l'occurrence celle des comtes de Pembroke. Il ne faut pas oublier les échanges du route commercial qui étaient présents et faits depuis très longtemps. Le verre était alors une matière précieuse et rare, et nous voyons ici comme exemple ce verre en émail coloré, The Lot of Eden Hall, arrivé sans doute d'Égypte ou de Syrie au XVe siècle, avec son étui en cuir fabriqué en Angleterre, et que l'on retrouve au XVIIe siècle dans un testament de la famille de Musgrave of Eden Hall. L'exposition se concentre ensuite sur les artisans, leur savoir-faire et la diffusion de leurs connaissances à travers les différents pays. Dans la période qui nous occupe, à savoir entre l'an 1000 et 1500, l'Angleterre et le Royaume de France furent très liés et régulièrement en guerre en alternance avec des périodes de paix, souvent précaires. Il faut savoir que dès le mariage entre Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet, toute la moitié ouest de notre pays d'aujourd'hui était aux mains de ces derniers, Aliénor par l'héritage de son duché et Henri Plantagenet était comte d'Anjou et du Maine et duc de Normandie. Puis, par sa mère, il devint Henri II d'Angleterre. Il possédait alors un empire allant de la frontière écossaise aux Pyrénées, alors que le royaume de France se réduisait qu'à l'île de France. Aussi les savoir-faire se diffusaient au sein de cet empire et les échanges se multipliaient, comme ce fut le cas pour les artisans de Limoges. N'oublions pas non plus Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, qui mariée à Édouard II d'Angleterre et dont le fils Édouard III, après la mort de tous les fils de Philippe le Bel, réclama la couronne de France au titre de sa mère, la loi salique n'existant pas en Angleterre.
Et c'est ainsi que débuta une guerre qui devait durer plus de 100 ans. Et n'oublions pas que Paris, après le traité de Troyes en 1420, fut sous domination anglaise pendant plusieurs années. Donc, les artisans du royaume de France et de l'Angleterre ont eu tout le temps d'échanger de somptueux savoir-faire et justement, revenons à nos artistes et autres artisans et à leurs connaissances. Les artisans anglais étaient très réputés, notamment dans la sculpture, comme en témoignent plusieurs exemples de petites vierges pour des usages privés ou ce corps du Christ. Une autre spécialité faisait leur renommée internationale avec la sculpture de l'albâtre, matière importante en Angleterre à cette époque, dont nous pouvons admirer de très belles œuvres, comme ce retable des 12 apôtres fait pour une église de la province de Zamora en Espagne, ou cette statuette de Saint Christophe, ou ces panneaux représentant la décollation de Saint Jean-Baptiste vers 1494-190, ou celui de Sainte Catherine en prison, fait au XVe siècle, en albâtre coloré, ou enfin la pièce maîtresse de cette partie de l'exposition, la tête de Saint Jean-Baptiste d'une impressionnante qualité artistique. Dans les échanges de savoir, l'émail est très présent, une spécialité de Limoges alors appartenant au duché d'Aquitaine. Les artisans de Limoges étaient maîtres dans l'émail champlevé et, appartenant au royaume d'Angleterre, des commandes leur étaient passées, mais aussi des artisans voyageaient apprenant leur art à des artisans anglais. Un échange donc à plusieurs niveaux, par les objets, et la connaissance, comme en témoigne le travail très soigné avec ces ciboires de Warwick et de Balfour, tous deux faits dans les années 1150-1175 en Angleterre. Le travail de la pierre et du vitrail était également très prisé. On peut voir de belles sculptures de ces voussoirs en pierre de Caen, faits pour le temple Church à Londres. Soit ils ont été faits en Normandie, soit en Angleterre, ainsi que des exemples de vitraux. Pour finir l'exposition, celle-ci revient sur la taille de miniatures en défense de Morse, dont les détails d'une précision et d'une finesse nous laissent admiratifs. Mais surtout l'influence de Paris sur l'orfèvrerie, avec toute une collection de bijoux, bagues, bracelets, colliers, et de petits diptyques ou triptyques en argent doré ou en vermeil, d'une légèreté et d'une perfection du geste de l'artiste. Enfin, pour finir, le travail de broderie anglaise, dont la réputation était connue dans le monde occidental de l'époque. Deux superbes chasubles, dont celle d'Eppingham aux alentours de 1430, et la chape de Sion, qui appartenait aux religieuses de Brigittine de l'abbaye de Sion, qu'elles emmenèrent lorsqu'elles furent exilées par Élisabeth Ier. Un parcours hautement instructif pour avoir une autre image du Moyen Âge et une connaissance de l'artisanat et de ses diffusions dans le monde d'alors, qui ne restait pas replié sur lui-même, mais bien avec déjà des diffusions dans le monde occidental, mais aussi du Moyen-Orient actuel et des contrées lointaines. Un art riche qu'il faut voir et admirer avec l'exposition Trésors médiévaux du Victoria and Albert Museum, quand les Anglais parlaient français. Rendu possible grâce au partenariat entre l'Hôtel de la Marine, la collection Al-Thani Foundation et du Victoria and Albert Museum. De surcroît, un parcours pour le rêve à travers le 18e et le 19e français et les trésors d'Al-Thani Foundation. Une visite, donc, à ne pas manquer pour rêver à partir de la connaissance, de la beauté et du travail artisanal magistralement mis en scène.